Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de votre édition. Comme chaque année, depuis 7 ans, le vice-président de la République organise un déjeuner en l'honneur du corps diplomatique. Cette année, le président de la République, Alassane Ouattara, et son épouse ont pris part à la rencontre. Nous en parlerons dès le début de ce journal. Pour faciliter le trafic sur l'autoroute du Nord, de nouvelles dispositions ont été prises. Il s'agit de nouveaux modes de paiement et de passage. Tout ceci pour réduire le temps d'attente aux différents postes à péage sur l'autoroute. L'annonce a été faite récemment par le directeur général du Fonds d'entretien routier. Les résidents de l'archipel Hawaï ont reçu très tôt ce matin un message les avertissant de l'arrivée imminente d'un missile balistique. Mais la menace a été rapidement démentie par les autorités. Tout est rentré dans l'ordre, mais la fausse alerte a provoqué la panique générale. Dans le souci de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes du secteur vivrier en Côte d'Ivoire, Irie Lou Colette a créé la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Une fédération qui axe son domaine d'intervention sur la production, la commercialisation, la transformation et l'amélioration des conditions de vie et de travail des acteurs de la chaîne des valeurs du secteur du vivrier. Elle regroupe en son sein plus de 1800 coopératives et groupements répartis à travers toute la Côte d'Ivoire. Des projets d'envergure ont aussi vu le jour, notamment la caravane du vivrier et le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, le PAVSA. Qu'est-ce que le PAVSA? Quelles sont ses missions, ses objectifs? Comment le secteur vivrier contribue-t-il à l'autosuffisance et à la création d'emplois? Pour en parler, nous recevons en plateau l'initiatrice du projet, l'une des femmes les plus actives de ce secteur en Côte d'Ivoire, Colette Irielou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci. On vous retrouve dans 30 minutes. Merci. À tout à l'heure. Tout d'abord, je vous invite à prendre part au déjeuner de l'amitié, une rencontre annuelle initiée depuis 7 ans par le vice-président de la République en l'honneur du corps diplomatique. Mais cette année, il y avait 2 invités en plus, et non des moindres, monsieur et madame Alassane Ouattara. La présence donc du couple présidentiel à ce déjeuner témoigne de la volonté des plus hautes autorités ivoiriennes de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et les États et autres organisations internationales représentées dans le pays. Le reportage de Mahama Traoré et Abiba Dambélé Saoué. Une période, le mois de janvier. Une adresse, la résidence privée du vice-président Daniel Kablan-Duncan, dans la cité balnéaire de Grand-Bassam. Un seul invité à l'honneur, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Si le scénario est quasiment le même depuis 2012, celui de 2018 reste un succès sans précédent dans l'histoire du déjeuner de l'amitié. Succès dû à la présence du couple présidentiel à cette 7e édition de cette rencontre. Ce qui est, selon le doyen du corps diplomatique, une marque d'estime et d'amitié profonde. La belle tradition instaurée par notre illustre et très gentille hôte et son épouse dans cette ville patrimoine de l'humanité, non seulement se consolide, mais heureusement s'enrichit aujourd'hui de l'auguste présence de son Excellence le Président de la République, M. Alassane Ouattara, et de la Première Dame, Madame Dominique. Monsieur le Vice-président et Madame, tout en vous exprimant nos vifs remerciements pour avoir organisé ce déjeuner de début d'année, nous vous prions de bien vouloir traduire, selon les vénérés Coutumes-Akan, notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République et à la Première Dame, pour l'honneur qu'ils nous font. C'est par un standing ovation que le vice-président de la République, initiateur du déjeuner de l'amitié, a traduit sa reconnaissance au chef de l'État et à son épouse pour leur présence effective. Reconnaissance également des ambassadeurs et représentants des organisations internationales pour leur contribution significative au succès diplomatique enregistré par la Côte d'Ivoire en 2017. Amis, vous l'êtes vraiment parce que vous avez toujours été aux côtés de notre pays, particulièrement dans les moments difficiles. C'est indubitablement avec le concours et le soutien de vos États et institutions que la Côte d'Ivoire a pu
sous la haute égide de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, rétablir la paix et la sécurité sur le territoire national, renouer avec une économie solide et compétitive et une forte croissance, s'inscrire dans une trajectoire de développement dynamique avec de nombreux et solides acquis dans tous les domaines, retrouver une place très honorable dans le concert des nations, ce qui lui a valu, entre autres, d'être élu comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2018-2019 et d'abriter sur son territoire, au cours de l'année 2017, de nombreuses et prestigieuses rencontres internationales. Se pliant à la tradition du déjeuner de l'amitié, le président Alassane Ouattara est allé au contact des invités, pratiquant ainsi la diplomatie de proximité, conformément à sa vision. Puis le chef de l'État a livré ses impressions à la presse. Je suis très heureux d'être là et je crois que réunir le corps diplomatique avec les hauts responsables de notre pays, c'est vraiment une belle occasion d'échanger les vœux de manière amicale et chaleureuse. Monsieur le vice-président, bravo, bravo. Merci bien, monsieur le président. Après des échanges de présents et le repas, place à la célébration de la culture ivoirienne. Mouchoir en main, les convives du vice-président de la République n'ont pas résisté aux notes de l'Abissa, distillées par la fanfare locale. Quoi de plus normal quand on est à Bassam, terre du peuple Nzima. Voilà une année que Jean-Claude Kouassi est ministre et il a en charge l'emploi et la protection sociale depuis le 11 janvier 2017. Jeudi dernier, jour anniversaire de son entrée au gouvernement, le ministre l'a passé à l'agence Ségrae de Cocody à Toban en compagnie de ses collaborateurs et autres agents. Une occasion de renouveler leur pacte de collaboration avec pour objectif l'accroissement des performances au travail. Le témoignage d'Olivier Iriebi dans un commentaire d'Alexis Ouedraogo. Politique d'emploi et de travail, mise en œuvre de la phase pilote de la couverture maladie universelle ou encore projet des filets sociaux productifs. En 2018, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale veut aller plus loin. Les agents ont pris le pari de relever les défis du département. De l'organisation des élections professionnelles à la mise en œuvre de la couverture maladie universelle à l'échelle nationale, en passant par l'opérationnalisation de la politique nationale de l'emploi pour la période 2016-2020, nous tenons à vous rassurer ce jour sur notre engagement à produire absolument tous nos efforts pour vous accompagner dans l'accomplissement de vos missions. Conscient de l'importance de la tâche, le ministre Jean-Claude Kouassi a invité les agents à maintenir l'excellence au cœur de toutes les actions. Agir pour nous en cette année 2018, c'est tout mettre en œuvre pour la généralisation de la couverture maladie universelle. C'est s'attaquer au chômage. Agir, c'est adopter et mettre en œuvre des politiques de réduction du handicap et de la dépendance. Agir, c'est étendre le régime de sécurité sociale aux travailleurs indépendants, qui sont d'ailleurs demandeurs, et mettre en œuvre le régime de retraite complémentaire par capitalisation au profit des travailleuses et des travailleurs des secteurs publics et privés. Pour engager et poursuivre les réformes attendues par le gouvernement, le ministre Jean-Claude Kouassi a annoncé la remise des feuilles de route de l'année aux agents du dit ministère. 2017 a été une année positive pour le secteur de la santé. Au cours de l'année écoulée, l'on a enregistré la construction de centres de santé et de centres spécialisés pour le bonheur des populations. Le gouvernement n'entend cependant pas dormir sur ses lauriers. Les autorités comptent faire plus donc les années à venir pour permettre aux populations de se soigner dans les bonnes conditions. C'est Raymond Goudou-Kofi qui l'a annoncé vendredi à l'ensemble des acteurs du système de santé en Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Ami Sissoko et Franck Quadio. L'année 2017 a été pour le secteur de la santé en Côte d'Ivoire une année positive, riche en réalisation de grandes infrastructures sanitaires. Les propos sont de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique au cours d'une rencontre avec les structures sous tutelle et les partenaires institutionnels. En ce qui concerne donc les acquis en 2017, au plan des infrastructures et des équipements, vous avez tous cité l'achèvement des travaux et l'inauguration du CHU d'Angré, le 4e dans le genre sur Abidjan et le 5e sur la Côte d'Ivoire. Le premier institut de médecine nucléaire d'Abidjan qui est également achevé
et nous restons en attente de sa validation par l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, pour l'ouvrir au public. En vue d'offrir des meilleures qualités de services aux patients, des services clés des CHU de Cocody, de Yopougon, de Trècheville et de Boaké sont en cours de réhabilitation. Autant de grands centres et de centres spécialisés inaugurés et mis en fonction pour permettre aux Ivoiriens de bénéficier de traitements adéquats ici même en Côte d'Ivoire. Pour les années à venir, les perspectives sont aussi bonnes. On parle en plus des investissements dans les infrastructures et les équipements, d'une plus grande professionnalisation des acteurs du système de santé. Que si nous arrivons à améliorer notre gouvernance au sein des structures sanitaires, il y aura moins d'attaques et des actes de violence posés sur le personnel de santé. Pour l'année 2017, plus de 3000 agents de santé, dont 271 médecins et 510 sages-femmes, ont été recrutés. 2018 commence également très bien pour les handicapés de la région du Bafing. Une trentaine d'entre eux viennent de recevoir chacun un fauteuil roulant tricycle neuf à motricité manuelle. Le tout d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un don de la plateforme de développement Bafing de Demain. Mais ce ne sont pas que les handicapés qui ont retrouvé le sourire. La plateforme a organisé par la même occasion une opération de cure de hernie au CHR de Touba, permettant ainsi à une cinquantaine de malades de bénéficier gratuitement de soins. On en sait plus avec Issa Chonayo. Les personnes handicapées de la région du Bafing ont désormais le sourire. La plateforme de développement Bafing de Demain vient de leur remettre 31 fauteuils roulants tricycles neufs à motricité manuelle d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Toujours dans le domaine de la santé, une opération de cure de hernie au centre hospitalier régional CHR de Touba permet de soulager plus de 50 personnes issues de 3 départements, Waninou, Koro et Touba. Coût de l'opération, plus de 5 millions de francs CFA. Cette plateforme de développement offre également un appareil électrocardiogramme au CHR de Touba pour renforcer les capacités des professionnels de santé de la région dans la prise en charge de l'hypertension. Pour le député Bakayoko Abdul Draman, par ailleurs vice-président de la plateforme, ces dons visent à aider les personnes en difficulté. Outre ces dons de santé, la plateforme dote des mosquées de la région de 225 chaises, 3000 nattes et 3000 bouilloires et remet une décortiqueuse d'une valeur d'1 million de francs CFA aux femmes de Kalassi, village situé dans la sous-préfecture de Koro. Il n'y a pas que le secteur de la santé qui connaîtra une amélioration cette année, la route aussi. Pour faciliter le trafic sur l'autoroute du Nord, de nouvelles dispositions ont été prises. Il s'agit de nouveaux modes de paiement et de passage. Tout ceci pour réduire le temps d'attente aux différents postes à péage sur l'autoroute. Ces mesures ont été annoncées par le directeur général du FER qui était récemment en visite sur l'autoroute. Ces propos ont été recueillis par Mamadou Kwasi. Les week-ends, les postes à péage installés sur l'autoroute du Nord enregistrent de gros bouchons. Des bouchons dus à l'affluence de véhicules. En visite sur ces postes, le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, annonce de nouvelles mesures afin de soulager les automobilistes. L'innovation, c'est que nous aurons des voies réversibles. Selon le sens accru de circulation, des voies supplémentaires de péage seront ouvertes pour permettre effectivement une certaine fluidité, une aisance et un temps minimum dans les postes de péage. L'Ancine Diaby annonce également un projet de modernisation de ces deux postes à péage. Nous avons des équipements aujourd'hui vétustes dans les deux postes de péage qui vont être remplacés. Au-delà de ces changements, nous aurons le télépaiement, ce qui va conduire à une bonne gouvernance en essayant d'électroniser les paiements au poste de péage. En visite d'inspection sur l'autoroute du Nord, le directeur général du FER et son équipe ont noté des anomalies qui constituent de véritables dangers pour les automobilistes. Toutes les entreprises installées dans l'emprise de l'autoroute, pour lesquelles nous allons observer des sorties sauvages, seront incessamment convoquées pour que nous puissions ensemble examiner les modalités de circulation de leurs engins. Avec les sapeurs-pompiers,
en charge des secours sur l'autoroute du Nord. L'ancien Diaby a parlé de dons d'ambulance de grande capacité dans les semaines à venir. Doléances faites par le responsable du centre de secours et d'urgence de Nzianoua. Les campagnes de sensibilisation feront bientôt place à la répression avec la vaste opération de sécurisation de l'autoroute du Nord. Une opération qui verra la réparation de plusieurs imperfections. Tout ceci pour l'amélioration des conditions de voyage des usagers. Et c'est par la route que je vous conduis à Kong, dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, commune que l'ANSUT, l'Agence nationale de services universels des télécommunications, vient de doter d'une salle multimédia de 26 ordinateurs. Cela dans le cadre du programme présidentiel des TIC. Grâce à ce projet, les habitants de Kong ont désormais un accès Internet haut débit. Kader Sogodogo, notre confrère de RTI Boaké. Une salle multimédia tout équipée. 26 ordinateurs au total. La commune de Kong a désormais accès à Internet haut débit. Une action de l'Agence nationale du service universel des télécommunications, ANSUT, qui s'inscrit dans le cadre du projet présidentiel des TIC. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de faire en sorte que les distances soient complètement effacées et que les populations puissent, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, échanger avec le reste du monde. Un geste bien accueilli par la population, avec au premier plan la jeunesse. Merci pour cette salle, merci pour ce cadeau. Ce cadeau va remettre Kong au centre de la civilisation du Côte d'Ivoire, comme Kong l'a été en son temps. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous avez vu cette parabole, c'est une connexion Internet tirée directement des satellites. Donc c'est une connexion qui ne peut pas être brouillée, c'est une connexion qui ne peut pas souffrir des affres du réseau, pour dire le réseau balance aujourd'hui. C'est une connexion pure. Un projet qui a abouti grâce aux efforts du conseil municipal de Kong. Cette mairie multiplie les actions pour permettre à la commune de se moderniser. Après Internet, bientôt la municipalité va inaugurer son tout premier marché moderne. Les travaux ont démarré et avancent bien. Nous avons bon espoir qu'au mois de février, sur la base de ce que nous venons de voir, que le marché puisse effectivement être livré. Je pense que ceci sera un soulagement important pour nos parents, parce qu'actuellement, le site qui abrite le marché actuel est un site qui est complètement dépassé. En cette année 2018, la commune de Kong entend continuer ses efforts, surtout son désenclavement à travers des voies d'accès bitumées. Après l'étape de Kong, c'est à Béoumi que l'ANSUT a déposé ses valises. L'objectif est le même, la vulgarisation des TIC en Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, l'Agence nationale de services universels des télécommunications et l'Association nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire mènent des actions sur le terrain. Cela à travers une caravane dénommée École du blog et d'initiation à l'usage des TIC pour la production des contenus locaux. Sur place, à Béoumi, ce sont plus de 250 personnes qui sont désormais outillés à la création d'un emploi à travers un ordinateur et un téléphone portable. Les précisions de Soro Corona et Kader Sogodogo. La caravane École du blog et d'initiation à l'usage des TIC, technologies de l'information et de la communication pour la production de contenus locaux, se poursuit à travers le pays. Pour la deuxième étape, c'est la commune de Béoumi qui a vu 250 personnes formées à l'utilisation d'Internet. Par cette caravane, l'ANSUT, Agence nationale du service universel des télécommunications, veut former et éduquer les populations à l'utilisation quotidienne de l'Internet afin de découvrir et profiter des avantages et opportunités qu'offre le numérique. Il s'agit en fait de vulgariser l'usage des TIC auprès des populations, auprès de la communauté rurale, le plus largement possible. L'ANSUT est accompagnée dans cette caravane par l'Union nationale des blogueurs de Côte d'Ivoire. Ainsi, avec les outils de base des TIC, notamment l'ordinateur, plusieurs métiers sont disponibles en toute légalité. Le blogging, le digital management, le web entrepreneuriat, le métier d'analyste programmeur. Nous parlons de l'initiation basique à l'utilisation d'Internet, l'utilisation des services de Google, de même que l'entrepreneuriat via le web. Avec le net, on peut se déplacer facilement. On ne peut pas dire qu'on est au chômage. Si on connaît vraiment le net, on ne peut pas dire qu'on est au chômage. Débuté le 4 janvier, l'école du blog et d'initiation à l'usage des TIC prend fin le 22 janvier prochain avec l'étape de San Pedro. Ce sont au total 1000 personnes qui seront désormais capables de produire des contenus locaux avec Internet.
Ils sont au nombre de 10, ces acteurs de développement qui ont été distingués pour leurs efforts dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Parmi eux figure en bonne place le maire de Bondoukou qui s'est illustré par une véritable politique de développement de sa ville. Une politique qui a permis la réalisation d'importantes infrastructures. On retrouve Mamadou Kwasi. Depuis 2013, la mairie de Bondoukou, dirigée par Kone Iliassou, s'est investie dans l'amélioration des conditions de vie de ses administrés. Et ce, avec la réalisation de projets novateurs, notamment la construction de 21 salles de classe avec cantine, la réouverture de 25 km de voiries urbaines et l'extension du réseau électrique. En plus du bitumage des voies principales de la ville, Bondoukou dispose désormais d'un abattoir moderne et propre et de feux tricolores. Les recettes annuelles sont passées de 103 millions de francs CFA à 167 millions de francs CFA. Autant d'actions de développement qui ont changé le visage de la ville au Mille Mosquées. Des mérites reconnus au plan national. Kone Iliassou est désigné meilleur maire de Côte d'Ivoire, une distinction reçue à la cérémonie de distinction des 10 champions du développement. Pour lui, ce prix Nova 2017 est un signe d'encouragement pour booster sa politique de développement. Les organisateurs ont incité le maire de la ville aux Mille Mosquées à poursuivre sur cette lancée pour le changement des conditions de vie de ses administrés. Au cours de cette soirée, d'autres élus locaux ont été distingués pour leurs actions de développement, mais le super prix est revenu au maire de Bondoukou, Kone Iliassou. Je vous invite à présent à faire du tourisme un petit peu quand même. Et c'est la ville de Boundiali qui nous reçoit. Sur place, il existe un bâtiment colonial, seul vestige de la ville qui évoque encore les souvenirs du passage des colons dans cette partie de la Bagoué. Un bâtiment qui aurait servi de résidence au gouverneur blanc, puis jusqu'en 2010 au préfet de Boundiali. Je vous invite à découvrir cette bâtisse coloniale autrefois d'importance, mais aujourd'hui à l'abandon. Le guide du jour s'appelle Eugène Atoubé. Boundiali, ville dynamique, ville prospère. Loin du tintamarre de cette cité au pittoresque charmeur, se dresse dans l'indifférence totale une vieille bâtisse. Nous sommes au quartier résidentiel. On se surprend de voir que cette bâtisse imposante à l'architecture coloniale est prisonnière des broussailles, signe de son abandon. Renseignement pris, nous découvrons que l'endroit était la résidence du préfet de Boundiali, mais anciennement la résidence de l'administrateur colon. Les anciens de Boundiali, témoins de cette époque, en parlent avec beaucoup de nostalgie sur le temps consacré à l'amertume. Tant colon, c'est le sous-préfet qui dormait là-bas. Quand nous on est petits, on venait souvent s'amuser là-bas. Le premier sous-préfet qui est venu s'appelle Bekere, c'était en 1958. La résidence déjà était hors de la ville. Ça déjà c'était un mystère. Et puis bon, venir à la résidence c'était un événement. Et j'avoue que quand vous venez, vous ne tenez pas sur vos pieds, vous venez tout tremblotant. Parce que vous ne savez pas si on allait vous arrêter, si en tout cas vous allez être sanctionné. Et c'était un chef-d'œuvre. Ça vient depuis le temps de la rébellion où ils ont élu domicile les dozos et les différents préfets qui sont arrivés ont trouvé que ce lieu, il fallait faire beaucoup d'autres choses que simple réhabilitation pour pouvoir entrer. C'est ce qui est ressorti de parfois nos différentes enquêtes. Nous poussons la curiosité jusqu'à pénétrer dans le patio de cette bâtisse. Une immense cour avec de nombreux manguiers dont personne ne semble s'occuper. Le rez-de-chaussée de ce bâtiment, de type R+1, tout aussi immense, renseigne sur le niveau social de son propriétaire, autant que son aspect extérieur, où la pierre est bien présente dans la structure, l'étage identique. On y découvre des traces de travaux de réhabilitation, comme vu aussi au rez-de-chaussée, lesquels visiblement n'ont pu aller à leur terme. Après l'accord justement de Ouaga où l'administration devrait être redéployée, le gouvernement de l'époque a justement attribué le marché à un entrepreneur qui a démarré les travaux, et malheureusement qui a été défaillant. La procédure de retrait et de réattribution, elle n'a pas pu être faite et le bâtiment est resté et est en train de tomber en ruine. Ce qu'on aurait pu résoudre hier avec au moins de 100 millions, aujourd'hui nous nous trouvons à plus de 100 millions pour la réhabilitation. Et aujourd'hui, ils sont nombreux à Boundiali à s'interroger encore sur le sort de cet ouvrage qui porte en lui un pan important de l'histoire de cette localité.
Le domicile du préfet, c'est une fierté pour tout Boundialika jadis, parce que tous les grands étrangers, du président de la République au ministre, c'est là-bas qu'on allait les croiser, c'était connu que c'est là-bas. Et cette maison, on est tous vraiment désolés de constater que c'est à l'abandon. Quoique abandonnée, l'ancienne résidence de l'administrateur colon de Boundiali trône toujours avec la même majesté. Les Boundialika, des anciens aux plus jeunes, s'accordent pour dire que c'est le seul vestige colonial qui rattache encore les peuples Ténéoulé et Bateau de Boundiali à leurs souvenirs du temps passé. De retour ici à Abidjan, la page politique de ce journal. Une réunion du comité de direction du RDR s'est tenue vendredi au siège du parti en présence d'Henriette Dagri-Diabaté, la présidente du Rassemblement des Républicains. Une rencontre au cours de laquelle les vice-présidents et secrétaires généraux adjoints ont reçu leur feuille de route. Plus de 100 membres actifs du Rassemblement des Républicains ont participé à cette rencontre élargie aux secrétaires généraux adjoints et aux conseillers spéciaux. Gabriel Zani. C'est la première réunion du comité de direction du Rassemblement des Républicains. Une première réunion énoncée comme une rentrée des classes. Personne n'a manqué à l'appel d'Henriette Dagri-Diabaté qui, dans son discours de recadrage, a donné la ligne de conduite du RDR en 2018. Nous devons renouer le lien distendu entre les militants et les Ivoiriens en leur montrant que nous comprenons leurs préoccupations et que nous travaillons à leur résolution. Le parti doit être utile au gouvernement pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, en particulier de nos femmes et de nos enfants. Remettre les populations au cœur des réflexions du RDR suite à l'indispensable réorganisation politique survenue après la clôture du 3e congrès ordinaire en septembre dernier. Voilà ce que demande Henriette Dagri-Diabaté aux Républicains. Mais si le RDR veut convaincre, le parti devra travailler à l'unité de la direction à la base, au rassemblement, à la paix. Elle prône donc un RDR nouveau. Le RDR nouveau ne signifie pas un nouveau parti avec une nouvelle identité. Le RDR nouveau n'est pas non plus un nouveau sigle. Le RDR nouveau doit être un parti politique ouvert, capable de maîtriser les nouveaux enjeux de notre pays. Un parti efficace, vivant, au cœur de la société ivoirienne. Un RDR nouveau égale une méthode de travail efficace. Des feuilles de route sont remises aux premiers responsables du parti. Après analyse de la situation sociopolitique et après avoir adopté les conclusions de la note de cadrage, le comité de direction a décidé de la traduire auprès des militants au cours de missions politiques d'information et de sensibilisation suivies d'un séminaire sur la communication du parti. Le comité de direction a demandé aux militants de demeurer mobilisés et que leurs attentes seront adressées par la direction du parti. Ces feuilles de route précisent les missions et les attributions des vice-présidents et des membres du secrétariat général. Si le RDS s'apprête à affronter cette année électorale, il ne le fera pas en indépendant. Le comité de direction du parti demande que le RADP aille à ces élections en parti unifié. Le RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage, a tenu lui aussi ce samedi sa rentrée politique 2018. C'était au siège du parti à Cocody. Pour son président Ouattara Nyonzié, le parti relèvera le défi de s'implanter sur le territoire ivoirien. Alexis Ouedraogo. Siège du RPP ce samedi pour la rentrée politique chant et danse. Tour à tour au pupitre, la jeunesse, les femmes s'engagent à travailler à la promotion des valeurs du parti sur toute l'étendue du territoire. Une vision que partage le premier responsable, Ouattara Nyonzié. Il faut refaire le tour de la Côte d'Ivoire pour installer dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, là où les sections ne marchent pas bien, et aussi nous prononcer régulièrement sur l'actualité, nous prononcer sur la réconciliation nationale, sur la paix, faire en sorte que les Ivoiriens s'asseyent ensemble et se parlent. Nous voulons que la vie politique soit apaisée parce que nous sommes un parti de paix, mais nous sommes d'accord que le préalable, c'est de créer les conditions pour qu'il y ait la paix. Des programmes de formation sont par ailleurs annoncés. Ils devraient permettre aux militants d'être mieux outillés pour distiller les valeurs du parti.
Je vais à présent vous faire vibrer au rythme du coupé-décalé. Après avoir été désigné en octobre dernier meilleur artiste de l'année aux Awards du coupé-décalé, le Berusama DJ Arafat a souhaité communier avec ses fans et les remercier pour leur soutien sans faille à son égard. Alors en guise de cadeau de Nouvel An, le Yorobo leur a donné rendez-vous le 1er janvier dernier à l'Ivoire Golf Club d'Abidjan et 10 000 de ses fans ont répondu à l'appel. Je dois aller voir ma go, j'ai besoin de jetons. Pourtant, il m'a dit... Meilleur artiste aux Awards du Coupé Décalé 2017, DJ Arafat a célébré la distinction avec ses fans en concert. Ce spectacle dénommé La fin du film a été l'occasion pour Yorobo de parcourir son répertoire musical et communier avec plus de 10 000 spectateurs. Un concert riche en couleurs et en sonorités musicales. Le public en phase avec son idole a donné de la voix. La solidarité du coupé décalé était au rendez-vous. D'autres artistes sont venus participer à la fête. Moula ne travaille pas pour le coupé décalé, je travaille pour la culture ivoirienne, c'est ce qu'il faut retenir. Quand on fait des plateaux, par exemple pour le festival coupé décalé qu'on a eu, on a mis du reggae, du zouglo, tout ça. Et cette année, ce qui est sûr, il y a des surprises. On a déjà signé contractuellement certaines choses. On aura du zouglo sur plateau qui va être organisé par nous aussi. On aura du tradi moderne sur plateau. Avec ce concert, DJ Arafat, désormais appelé Berusama, est le premier artiste ivoirien à démarrer l'année 2018 avec un concert live grand public. C'était un reportage de Noussangaré et Issa Chonanyeo, deux amateurs du coupé décalé. Voilà qui nous amène directement au magazine du dimanche et notre invité est déjà installé. Son nom, Colette Irielou, présidente de la FENASCOVICI. Madame Irielou, avant d'entamer notre échange, je vous propose de suivre cet élément signé Cheikh Koné. En Côte d'Ivoire, l'agriculture contribue à hauteur de 33% de la richesse nationale et génère 2/3 des recettes d'exportation. Le secteur vivrier, une sous-filière de l'agriculture, occupe à lui seul 85% de la population agricole, constituée à 90% de femmes. Ces femmes sont réunies pour la plupart en coopérative. On en dénombre plus de 1800 pour environ 200 000 femmes sur toute l'étendue du territoire national. Les plus connues sont les femmes du marché Gourou d'Adjamé-Roxy et celles de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Cocovico. Ces coopératives assurent une production vivrière annuelle de plus de 16 millions de tonnes. Chaque jour, ces braves femmes ravitaillent en produits vivriers les marchés communément appelés marchés Gourou de la capitale économique. Ces produits proviennent en majorité des villes comme Bouaké, Saint-Fra, Boisflé, Divo, Tiasalé. En 2016, le secteur a réalisé un peu plus de 800 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Une performance qui permet au secteur d'être un véritable pourvoyeur d'emplois, tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Mais tout n'est pas rose. Derrière ce dynamisme, le secteur du vivrier fait face à de nombreux problèmes. Difficultés d'accroissement et de stockage de la production au regard du caractère périssable des produits. Enclavement des zones de production qui rend pénible le transport des produits, ce qui réduit considérablement les marges bénéficiaires des acteurs. Aussi, le secteur demeure-t-il toujours dans l'informel avec des acteurs peu formés. Pour régler ces difficultés, le gouvernement ambitionne d'engager plusieurs projets, entre autres la création de 10 nouveaux marchés de gros et la réhabilitation de celui de Bouaké. Mais l'un des engagements forts du gouvernement pour pérenniser les activités de ce secteur reste la création en 2002 de la Bourse nationale du vivrier pour encadrer et moderniser la production. Alors, Madame Irielou Colette, quels sont les objectifs de votre fédération, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, Diaby. D'abord, avant que je parle du vivrier,
je pense qu'il y a quelqu'un que je dois lui dire merci. D'accord. Qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que dans le secret, la prière qui accompagne quelqu'un pour atteindre un objectif, c'est très important. Et je pense que le président a fait de telle sorte que la Côte d'Ivoire, tous les bailleurs aiment aujourd'hui la Côte d'Ivoire parce que l'environnement est bon et il y a la paix à travers la promotion que le président a fait dans les autres pays, dans le monde entier. Et le secteur du vivrier prospère. Et le secteur vivrier prospère parce que nous avons reçu beaucoup de dons avec la Première Dame où on a vraiment fait quelque chose de bon pour que toutes ces femmes-là, ce qu'elle a donné, quelqu'un puisse avoir quelque chose après la vente de ces produits. D'accord. La Fédération nationale des sociétés de coopératives du vivrier, c'est quoi? Qu'est-ce que vous y faites? La Société nationale des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire, nous faisons la production, on fait la transformation, on fait la distribution et tout ce que nous voulons aujourd'hui pour aller de l'avant, c'est la modernisation du secteur vivrier au niveau de la fédération. D'accord. Parce que nous avons un programme aujourd'hui et c'est de ce programme-là même que je voudrais que la population sache que ce programme-là, ça ne pouvait pas se faire s'il n'y avait pas la paix. Et si vous avez vu que j'ai d'abord remercié le président parce que la paix va nous permettre de réaliser ce programme ici en Côte d'Ivoire qui est le programme PAPSA. PAPSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire. Oui. Qu'est-ce que c'est? Et le lancement, on sait que vous l'avez fait vendredi. Oui, on a fait le lancement le vendredi. Au passage ici, je dis merci au Premier ministre parce que depuis que moi je suis dans ce domaine, que ça me fait 35 ans aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons adressé un courrier à une autorité de la place et 5 jours que le courrier est arrivé et puis après la réponse, vous avez 14 jours, la réponse est arrivée pour dire que j'adhère, je vous accompagne, je vais parrainer ce programme. Certainement parce que c'est un bon programme. C'est un bon programme parce que ça concerne la nourriture et je pense qu'à travers ce programme, beaucoup d'enfants vont avoir du travail. Qu'est-ce que parce que le domaine de l'agriculture, il y a encore beaucoup d'emplois qui n'est pas forcément, il faut connaître le papier pour être là. Donc, ce qui incarne aujourd'hui le programme PAPSA, nous avons la transformation, nous avons des usines à construire, nous avons des marchés, nous avons l'installation sur 50 000 hectares en Côte d'Ivoire ici, où au moins 70% de ces installations seraient les produits irrigués. Et ça, ce n'est pas moi qui va le faire. Toutes ces machines qui vont travailler, ce sont nos enfants qui seront formés, qui vont travailler dans tous ces champs. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup d'emplois dans le secteur du vivrier. Et avec ce programme, je pense que d'un peu de temps, on parle la plus de pauvreté en Côte d'Ivoire parce que ça prend les 33 régions de la Côte d'Ivoire. Les 31 régions et 2 districts. Je sais aussi que vous avez posé la première pierre de la plateforme des usines de riz et de manioc dans le Guémon et Tonquoui. Qu'est-ce que c'est justement? Et puis, est-ce que ça va se limiter seulement à l'ouest? Non, ça ne peut pas se limiter seulement à l'ouest. Simplement, nous avons, puisque le travail est en train d'avancer, les travaux doivent commencer, il faut choisir au moins les régions, une région pour aller faire le lancement. Bien sûr. Et le démarrage, nous avons fait dans le Guémon et Tonquoui et Cavali parce que on ne dit pas que c'est loin. Et si vous voyez, vous-même, vous avez vu un peu, toutes les régions se sont retrouvées là-bas. C'est pour dire que nous, on a intérêt que la paix vraiment s'installe. Et surtout, on est en train de travailler. Mais ce qui me préoccupe, il faut que toutes ces femmes-là, toutes ces populations ivoiriennes-là, c'est ça le coup pour créer seulement que la paix et le travail. C'est pour ça que nous avons choisi le Guémon, qui est loin, ou à 600 km d'Abidjan. Ceux qui sont quittés, par exemple, Bondiali,
Bouna, tout ça, ça multiplie le chemin, mais ils sont quand même venus parce que ça concerne la nourriture, ça concerne la promotion du vivrier en Côte d'Ivoire et ça concerne vraiment l'emploi de nos enfants. Après le Guémon, le Tonkoui, quelles sont les étapes suivantes? L'étape suivante, c'est-à-dire qu'il y a 10 entreprises qui sont prêtes à démarrer dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, 10 régions qui vont démarrer ensemble. On y aura aussi des plateformes, des usines de riz ou d'autres... L'usine de riz, les plateformes de manioc, bananes. On aura une usine de bananes plantains qui va traiter notre banane et on aura toute l'année dans nos marchés la qualité de la banane plantain où les gens ils ont envie de manger tous les jours. C'est-à-dire on pourra produire hors saison. On pourra produire hors saison. Vous avez les 50 000 hectares, c'est pas... Parce qu'il faut moderniser aujourd'hui le secteur vivrier. D'accord. Et c'est là que nous sommes en train de partir. Et toutes ces usines de transformation des tomates, sésame, maïs, le riz, le manioc, la tomate, mangue. Je suis partie en tournée dans le nord. Mais quand j'ai vu, je suis rentrée dans le champ de mangue. La manière que la mangue était versée, bon, ces paysans-là, ils gagnent quoi? Ils perdent tout. Ça m'a donné vraiment une réflexion de compléter la transformation des usines en mangue pour que ces paysans-là, pourquoi ils ont fait ces champs, pourquoi ils font ce travail, qu'ils puissent gagner. D'accord. L'état des lieux du vivrier en Côte d'Ivoire, actuellement, comment ça se comporte? Comment est-ce que, parce que je sais qu'on continue d'importer, bien que le secteur du vivrier soit dynamique ici en Côte d'Ivoire. L'état des lieux des vivriers est bon, mais ce qui fait un peu qu'on est encore en retard dans certaines choses, parce que nos produits, par exemple de la tomate, quand tu vas dans les supermarchés, tu peux trouver notre tomate, mais ce n'est pas le même prix comme la tomate qu'on importe pour venir, parce que c'est la qualité. Et nous, on manque encore la qualité. Oui. Et ça fait qu'on ne résume même pas de nos labels. Et tout ça, je vois que le tas de lieux des vivriers aujourd'hui, localement, on est en train de nourrir les personnes, mais on veut aujourd'hui les produits de qualité ou dans tous les marchés de la place. Les grandes superficies de la place de ces marchés-là s'intéressent vraiment à nos produits locaux qui sont produits sur place parce qu'on a la qualité. Vous pensez qu'on pourra être autosuffisant très bientôt? Mais grandement. Je pense qu'en 2018, où on en parle aujourd'hui, et en 2019, en l'horizon 2020, émergence qui va être faite en 2020, je pense que le vivrier va prendre le devant parce que la population sera bien nourrie et moins chère. Et chaque population, ça ne sera pas les produits qui vont être, il y a les effets arrière. Ce sont les produits bio que nous allons utiliser grandement pour que les gens qui mangent nos tomates, ils soient en bonne santé, ceux qui mangent nos aubergines, tout ce qui sort sur nos sols, que ce soit les produits de qualité à travers les traitements. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Irielou Colette. Je rappelle que vous êtes la présidente de la FENASCOVICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Et avec vous, nous parlions du PAVSA, le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, programme dont le lancement a été fait vendredi à Mans. Merci encore d'être venu. Au chapitre sport de ce journal, sachez que la 5e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux de football se déroule en ce moment au Maroc. Et en ouverture du CHAN 2018 hier samedi, malgré une équipe en manque d'inspiration en première période, le Maroc a fini par s'imposer 4-0 face à la Mauritanie. La Côte d'Ivoire, quant à elle, est logée dans le groupe B. Elle entre en lice ce dimanche même face à la Namibie à partir de 16h30 au stade de Marrakech. Les éléphants locaux sont arrivés hier concentrés à leur hôtel et comptent bien aborder chacun de leurs matchs. Dans ce groupe B, ils croisent la Namibie, l'Ouganda et la Zambie. Salif Ouattara et Benson Pierraka, nos envoyés spéciaux au Maroc. À nous de mettre ce qu'il faut pour pouvoir remporter ce premier match. Il ne faut surtout pas se louper. Si l'on ne devait se référer qu'à la mine arborée par les joueurs, on qualifierait aisément l'équipe de Côte d'Ivoire de sereine et imperturbable. Mais l'histoire
nous a déjà montré des équipes arriver en dansant et chantant et repartir de la compétition la tête basse. On dira donc tout simplement que les éléphants sont bien arrivés ce vendredi à Marrakech avec la ferme résolution de réussir un bon parcours. On a fait une bonne préparation en Tunisie et à l'appui avec un match amical qu'on a remporté 3-1. Je pense qu'on a une idée quand même du niveau de la compétition. Donc mentalement, nous sommes prêts à affronter cette compétition. Après avoir longtemps été le gardien du Temple Ivoire, Kolo Habib a rejoint le staff technique aux côtés de Kamara Ibrahim, communiquer sa hargne et son engagement à ses jeunes frères. C'est des jeunes qui ont envie d'apprendre et ça c'est très important. Moi je viens en tant que le coach adjoint, mais quand même le grand frère parce qu'ils m'ont vu aussi jouer. Mais c'est des jeunes à qui tu peux parler et qui ont envie d'apprendre. Et maintenant c'est les meilleurs de notre championnat qu'on a aujourd'hui. Et donc il va falloir tirer le maximum de leur qualité pour pouvoir essayer de pouvoir faire une très belle compétition. Les éléphants sont à Marrakech et ils ont pris leur quartier dans un réceptif hôtelier non loin du somptueux Grand Stade où ils affronteront la Namibie en match inaugural de la poule B. Plus en bref, pour refermer ce 13h, les résidents de l'archipel Hawaï ont reçu très tôt ce matin un message les avertissant de l'arrivée imminente d'un missile balistique. L'alerte pressait les gens de trouver refuge. La menace rapidement démentie par les autorités s'est répandue comme une traînée de poudre sur l'île et dans les médias sociaux. Merci de nous avoir suivis et très bon dimanche sur la chaîne Kira 5.